Au sommaire de cette édition, en religion en Côte d'Ivoire, la chapelle de ville de Libreville au Gabon a organisé le lancement officiel de son église locale en Côte d'Ivoire, la chapelle de ville d'Abidjan, ce samedi 16 janvier 2016. Actualité africaine au Burkina Faso, l'enquête se poursuit pour lever les eaux d'ombre. En Asie, en Chine précisément, la croissance de la Chine est au plus bas depuis un quart de siècle. Mesdames et messieurs, bienvenue à cette édition d'information. Merci de rester connectés à The Blessing Channel. Parlons tout de suite de religion en Côte d'Ivoire. La chapelle de vie de Libreville au Gabon a organisé le lancement officiel de son église locale en Côte d'Ivoire. Précisément, la chapelle de vie d'Abidjan, c'était ce samedi 16 janvier 2016 au club municipal des Deux Plateaux dans la commune de Cocody. Le thème enseigné lors de cette cérémonie était « Allons-y voir le voyant ». Suivant ce reportage signé Grace Oué et Honorine Adam. Le club municipal des Deux Plateaux a servi de local pour le lancement officiel de vie en Côte d'Ivoire le samedi 16 janvier dernier, organisé par la chapelle de vie Cise au Gabon à Libreville, fondée par l'archevêque Jean Grégoire. Lors de cette cérémonie, le chanteur Edson Nyompo a apporté sa part à la gaieté de la cérémonie à travers sa magnifique prestation. Le temps de nourriture spirituelle, à savoir la parole de Dieu, a été donné par le prophète Zoro Moïse Josué, représentant la chapelle de vie en Côte d'Ivoire. Il a édifié le peuple de Dieu sur le thème « Les derniers seront les premiers » tiré de Matthieu 19, verset 30. L'homme de Dieu a par la suite procédé à un temps de ministère. La responsabilité du jeune leader chrétien dans la construction d'une nation, tel était le thème principal du premier forum global des jeunes leaders des églises en Côte d'Ivoire, organisé le samedi 16 janvier 2016 par le département de l'organisation du camp de jeunesse avec le pasteur Chris Oyakilome, le ministère évangélique des pierres vivantes. C'était à l'amphithéâtre B de l'université d'Abidjan Cocody, suivant ce reportage signé Jean-Jules Restabi et Armel Hatsen. Ils étaient des centaines, des jeunes chrétiens qui ont participé à la première édition en Côte d'Ivoire de la conférence globale des jeunes leaders des églises, à l'initiative du département en charge de l'organisation du camp de jeunesse avec le révérend Dr Chris Oyakilome et du ministère évangélique des pierres vivantes. Ces jeunes qui représentent la génération de demain ont été édifiés sur le thème de la responsabilité du jeune chrétien dans la construction d'une nation. Mais comme à toute rencontre chrétienne, un moment d'adoration a été accordé à l'Éternel. Les différentes interventions, dont une vidéo d'un camp de jeunesse avec le révérend Chris Oyakilome, ont permis aux jeunes chrétiens de comprendre leurs responsabilités dans la construction d'une nation et d'une église forte. L'objectif justement était de pouvoir toucher la jeunesse de la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire que le but de cette conférence est de pouvoir, comme le pasteur l'a dit, le thème était la responsabilité des jeunes personnes dans la construction de la nation.
de pouvoir apprendre aux jeunes Ivoiriens qu'ils étaient des leaders, qui pouvaient avoir eux aussi un rôle dans la construction de notre pays, la Côte d'Ivoire. J'ai retenu de cette conférence qu'en tant que jeune, c'est pas parce que je suis jeune que je ne dois pas suivre le Seigneur, qu'il n'y a pas d'âge pour être chrétien et que je dois, selon ce que j'ai entendu dire, il faut que je lise la parole de Dieu, que je range mes pensées, que je continue à le suivre et que je reste sur la bonne voie. Je dois méditer et je ne dois pas avoir honte du Seigneur pour pouvoir impacter la future génération et devenir une jeune leader. Leader de la mission évangélique des pierres vivantes, le pasteur Tessere Kofi a dans une exhortation enseigné les jeunes sur l'union inséparable avec Jésus-Christ. Désormais conscients de leur valeur en tant que jeunes chrétiens, de nombreux participants ont pris l'engagement de marcher avec le Seigneur Jésus. Pour le pasteur Tessere Kofi, cette jeunesse est maintenant outillée pour relever des défis. Le jeune n'est pas jeune quand il est chrétien, parce qu'il a en lui la divinité et il peut répondre à tout défi. Alors ce soir, nous les avons ouvert les yeux sur premièrement qui ils sont et ce qu'ils peuvent, ce qu'ils ont à l'intérieur. Le chrétien n'est pas quelqu'un qu'on voit physiquement. David, qui était un jeune enfant, a relevé les défis face à Goliath. Donc nous voulons que nos enfants deviennent des champions, des releveurs de défis, tout comme David dans la Bible. Et avec le Saint-Esprit, cela est possible. Avec l'aide des champions comme le pasteur Christ, cela est possible. La famille de l'humanitaire chrétien s'est agrandie le 16 janvier dernier avec le lancement officiel de l'ONG Jardin d'Éden. La cérémonie qui a eu lieu dans la commune de Makori, dans le district d'Abidjan, a été marquée par une remise de dons aux orphelins et aussi aux veuves en présence de plusieurs invités. Revivons ensemble les temps forts. Comme la Bible nous enseigne dans le livre d'Exode chapitre 22 verset 22, tu n'affligeras point la veuve ni l'orphelin. Une prescription bien appliquée par l'ONG Jardin d'Éden qui a honoré les veuves et les orphelins ce samedi 16 janvier 2016 dans la commune de Makori, dans le district d'Abidjan, en présence des fidèles, hommes de Dieu, amis et proches, et particulièrement en présence du président des ONG de Côte d'Ivoire. Une cérémonie qui marque le lancement officiel de la dite ONG. Il faut rappeler d'emblée que l'ONG Jardin d'Éden est une vision extériorisée par le prophète Ngom Francis Clément et son épouse l'évangéliste Ngom Eugénie, basée à Londres. Après les différentes articulations mots de bienvenue de l'évangéliste Ivan Ngom, la louange et l'adoration, place à la parole de Dieu avec le prophète Jean-Claude Begré. Quand tu dis que tu es là et tu t'occupes des orphelins, des pauvres, et quelqu'un qui passe, il dit non, mon frère, viens prendre cette somme. Nous avons besoin de ces hommes-là. Et les hommes prennent cet argent et ils deviennent riches. C'est un nous délicat parce qu'il est accompagné d'un esprit de maman. La Bible dit une femme, des femmes, des filles de prophètes qui vient à Élysée. Elle dit ton serviteur, elle n'a pas dit mon mari d'abord, elle dit ton serviteur, mon mari est mort. Et tu sais que ton serviteur gagnait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre deux enfants et on baisse ses esclaves. Le créancier, cet homme qui est venu, il n'avait pas pitié de cette veuve. Il va me prendre les orphelins pour en baisse ses esclaves. Et c'est ce que nous faisons aujourd'hui. À la suite de l'homme de Dieu, les personnes à l'honneur ce jour, à savoir les veuves et les orphelins, ont rendu leur témoignage et ont reçu par la suite leurs dons. Et je sais que Dieu va s'occuper de vous. Je vous remercie. J'ai perdu ma femme, ça fait 12 ans. Elle m'a donné 3 enfants. Elle m'a donné 3 enfants. Et vraiment, c'est pas facile. Je me débrouille un peu pour les scolariser. Et vraiment, c'est pas facile. Donc tu es là. Cette belle cérémonie s'est terminée dans une ambiance festive pour la gloire de l'Éternel. Ouvrons à présent le chapitre de l'actualité africaine avec le Burkina Faso. 4 jours après les attaques terroristes de Ouagadougou, l'enquête essaie de déterminer les circonstances précises de l'assaut djihadiste qui a fait au total 29 morts. L'armée s'est désormais déployée en masse dans la capitale burkinabé.
Survivants, sous le choc, une population en deuil. Les attaques terroristes perpétrées vendredi soir au restaurant Cappuccino et au splendide hôtel de Ouagadougou, la capitale du Burkina Faso, ont profondément atteint la population. Bilan des attaques, 29 morts, dont 7 burkinabés et au moins 15 étrangers. L'identité de cette personne est toujours en cours d'authentification. Ces attaques terroristes sont les plus meurtrières qu'ait jamais connues le Burkina Faso. C'est horrible parce que tout le monde était paniqué et les gens étaient couchés et il y avait du sang partout. Ça tirait de partout. Toute la nuit, vraiment, c'était une grande frayeur. On ne savait pas qu'on allait venir. On a essayé d'appeler nos familles, mais pour dire que bon, c'est pas sûr qu'on allait encore se revoir parce que là, ils ne blaguaient pas. Vraiment, c'était des tirs. Ouais, sur le choc, enfin, quand je ferme les yeux, je vois le visage de ce connard de terroriste là. Voilà. Et c'est pas facile. Hein. Et puis bon, tu sens que s'il n'était pas âgé, c'était un enfant. Quoi. Des enfants enrôlés par Al-Qaïda au Maghreb islamique. Leur nom, selon ACMI qui a revendiqué ces attaques, Al-Batar Al-Ansari, Abu Muhammad Al-Boukali Al-Ansari et Ahmed Al-Foulani Al-Ansari. Leur cible, les intérêts occidentaux, d'où le choix de ces lieux très fréquentés par des ressortissants de l'Occident. Des attentats qui rappellent ceux perpétrés il y a 2 mois à l'hôtel Radisson Blu de Bamako au Mali, avec les Chebab à l'est, Boko Haram à l'ouest et ACMI dans la ceinture sahélienne. L'Afrique doit faire face à d'importantes mouvances terroristes sur ses territoires. Les dirigeants le savent, une coordination plus efficace s'impose pour la sécurité des Africains. Ce n'est pas le Burkina seul qui a été frappé, c'est toute une sous-région et je pense que nous n'allons pas croiser les bras. Nous allons réagir et riposter. Il faudrait donc une coopération transfrontalière, non seulement entre les autorités administratives, mais entre nos forces de défense et de sécurité. Le terrorisme touche toute la sous-région et il y a de fortes présomptions pour que, en tout cas, il y ait des liens. Mais comme l'a dit le Premier ministre, attendons la fin des enquêtes pour être affirmatifs. Les Burkinabés, eux, tentent tant bien que mal de se relever de ces attaques. C'est mal arrivé, c'est le mauvais moment, parce qu'on n'en avait pas besoin. Parce qu'on sort d'une crise qui nous a franchement affaiblis sur tous les plans. Maintenant que ça c'est venu, nous sommes un pays enclavé. Nous dépendons beaucoup de l'extérieur. Maintenant que ça arrive sur le plan économique, ça va jouer, on va prendre un coup. Alors nous sortons d'une crise, les moyens franchement on n'en a pas. Les moyens qu'on devait prendre pour utiliser pour développer le pays, c'est ce qu'on va utiliser maintenant pour mettre dans l'armement. Franchement, c'est... Nous serons plus vigilants, mais ça ne peut pas nous empêcher de vivre avec nos autres frères ailleurs, que tu sois noir ou blanc, que tu sois chrétien ou musulman. La mentalité des gens, bon, on va prendre quand même, comme le président l'a si bien dit, demande à ces chefs de courage et beaucoup plus de vigilance. Courage et vigilance, des mots d'ordre entendus au pays des hommes intègres. En Afrique du Sud, des prestataires de services des universités sud-africaines ont manifesté, c'était ce lundi, à Pretoria, leur revendication, obtenir des salaires plus élevés et être directement employés par les universités. Je me bats pour mes droits. Ces salaires, ce n'est pas assez. Je travaille tous les jours. j'ai une femme et un enfant et tout. 2500 rands, ça ne sert à rien. J'ai des parents, mon père et ma mère. 2500 rands, ça ne suffit pas. Il faut au moins 8000 ou 10 000 rands. 2500 rand is making at least that 8,000 and 10,000 can make sense. Si vous regardez les coûts de l'université, des inscriptions et des cours, comment ces parents peuvent-ils se permettre de payer s'ils ont des enfants ici? Nous payons beaucoup d'impôts. J'en paye beaucoup moi-même. Donc le gouvernement est en train de faire perdre son temps à tout le monde et surtout aux étudiants qui prennent du retard. Le gouvernement doit agir d'urgence. Je ressens une certaine solidarité, mais je pense quand même que ça devrait être plus mesuré. Pas une grève comme celle-ci. Ils pourraient négocier avec leur employeur au lieu de créer tout ce chaos. Au Sénégal à présent, la nouvelle constitution, si elle est adoptée, limitera les mandats présidentiels à seulement 2 exercices consécutifs. Ce projet de réforme constitutionnelle
qui est une promesse du président Macky Sall, est une avancée démocratique sur un continent africain où la tendance actuelle, il faut le préciser, est au rallongement des mandats présidentiels. Au Sénégal, le projet de réforme de la Constitution a été rendu public hier avant d'être soumis au Conseil constitutionnel. Alors contrairement à celles qui sont réalisées dans plusieurs autres pays africains, la réforme constitutionnelle du Sénégal prévoit, elle, une réduction du mandat présidentiel et une réduction immédiate. Cette modification de la loi fondamentale sénégalaise a été voulue par le président Macky Sall. Le nombre de mandats présidentiels sera ainsi limité à 2 consécutivement, si la loi en tout cas est adoptée par le Conseil constitutionnel. Alors outre cette réforme, ce sont en tout une quinzaine de modifications de la Constitution qui sont proposées dans ces orientations que Macky Sall avait présentées lors de ses vœux de Nouvel An. Parmi les propositions, des réformes sur les règles électorales ou encore par exemple sur l'élargissement des pouvoirs de l'Assemblée nationale et du Conseil constitutionnel. Les pourparlers de paix sont-ils compromis en Syrie? Le porte-parole adjoint des Nations Unies a admis à demi-mot qu'il y avait peu de chances que les négociations de Genève débutent le lundi prochain. Alors l'espoir de voir les pourparlers de paix débuter à la date prévue s'affaiblit. Le bain de sang se poursuit néanmoins en Syrie. Chaque jour, le bain de sang se poursuit en Syrie et chaque jour, l'espoir de voir les pourparlers de paix débuter à la date prévue s'affaiblit. Alors que l'État islamique diffusait les images de sa sanglante offensive à Deir ez-Zor, le porte-parole des Nations Unies a admis à demi-mot qu'il y avait peu de chances que les négociations de Genève débutent lundi prochain. L'ONU procédera au lancement des invitations lorsque les pays qui dirigent le groupe de soutien à la Syrie se seront mis d'accord sur qui inviter parmi les représentants de l'opposition. Le secrétaire général exhorte ces pays à redoubler d'efforts pour parvenir à un accord. Le fait que l'émir du Qatar ait été reçu à Moscou n'a guère fait illusion, malgré les assurances du ministre russe des Affaires étrangères. Le Qatar et la Russie s'attendent à ce que, comme le prévoit le plan soutenu par les Nations Unies, les négociations entre le gouvernement syrien et l'opposition débutent dès ce mois-ci, a laconiquement commenté Sergueï Lavrov. En réalité, les désaccords sur la liste des opposants admis à la table des négociations persistent et en attendant, les combats menacent de s'étendre aux pays voisins comme ici en Turquie, où une roquette tirée par l'État islamique a fait une nouvelle victime. En Haïti, le deuxième tour de la présidentielle haïtienne risque d'être troublé. Lundi dernier, des heurts violents ont éclaté à Port-au-Prince, la capitale haïtienne, où les opposants exigent l'organisation d'un nouveau scrutin. Des heurts violents ont éclaté ce lundi à Port-au-Prince, la capitale haïtienne, où les opposants au régime exigent la mise en place d'un gouvernement de transition et l'organisation d'un nouveau scrutin présidentiel. Le candidat de l'opposition, Jude Célestin, dénonce une farce électorale et refuse de participer dimanche au deuxième tour de l'élection présidentielle. Ce n'est pas une élection, c'est une sélection. Et dans cette sélection, je ne vais pas valider ce qui se passe, qui n'est pas notre responsabilité à nous, mais la responsabilité de l'État. Nous sommes effectivement en apprentissage de la démocratie. Cependant, il n'y a qu'une démocratie. La démocratie, c'est la voix du peuple. Jude Célestin a obtenu un peu plus de 25% des voix au premier tour de l'élection le 25 octobre, 5 points derrière le candidat du pouvoir, Jovenel Moïse. Une commission indépendante a estimé que le premier tour du scrutin a été entaché d'irrégularités. Terminons cette édition d'information en Asie, précisément en Chine. En 2015, la Chine a affiché un produit intérieur brut et une croissance de 6,9% et 6,8%. Ces chiffres publiés par le Bureau national des statistiques montrent ainsi que la croissance de la deuxième puissance économique mondiale est au plus bas depuis un quart de siècle. La croissance de la Chine est au plus bas depuis un quart de siècle. La seconde puissance économique mondiale affiche un produit intérieur brut de 6,8% pour 2015 selon les chiffres publiés hier par le Bureau national des statistiques, des chiffres qui embarrassent Pékin. What is your comment? Le géant asiatique souhaite une normalisation de son modèle économique à présent tourné vers la consommation intérieure. Il faut dire que la Chine a vu son activité manufacturière, largement tournée vers l'exportation, se contracter. Ajoutez à cela un secteur immobilier en berne, ce sont autant de piliers
traditionnelle de la croissance chinoise qui s'effrite. Mesdames et messieurs, c'est ici que prend fin cette édition d'information qui vous a été préparée par l'ensemble de la rédaction. Bonne suite de programmes sur le Blessing Channel. Dieu vous bénisse, à bientôt.